Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast de Tono Agglomération. Il reprend une webconférence qui s'est tenue le 7 octobre 2025 dans le cadre des soirées Famille et Numérique, avec une thématique phare cette année, la gestion des écrans avec les tout-petits. Un sujet important, comme nous l'explique Sylvia Mouchet, coordinatrice citoyenneté et prévention, qui conclura aussi ce podcast. En 2025, nous avons choisi collégialement de placer ces soirées sous le thème de la petite enfance, parce que force est de constater que l'usage des écrans est déjà source d'interrogation et d'inquiétude dès l'âge de 0-3 ans. Du coup, pour y répondre, nous avons construit 2 soirées. Une première qui a eu lieu le 23 septembre dernier à Allinges et qui était à destination des professionnels de la petite enfance, donc en présence d'assistantes maternelles notamment et de personnel de crèche. Et celle de ce soir, pour vous, les parents, les futurs parents et les proches de ceux qu'on appelle les petits. Pour les parents comme pour les professionnels de la petite enfance, le sujet de la gestion des écrans en famille est en effet devenu incontournable. Pour vous donner des informations fiables et concrètes, nous avons invité Thomas Romer, directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, aussi appelé Association Open. Nous vous proposons d'écouter ou de réécouter son intervention. Alors, commencer un sujet comme le sujet des jeunes enfants et des écrans, c'est évidemment un sujet que l'on peut prendre par plein d'angles différents. Nous, on a souhaité démarrer par le commencement, si j'ose dire, et peut-être commencer à aborder les choses autour de ce qui se passe dès la naissance des enfants. Et que se passe-t-il dès la naissance des enfants ? Eh bien, on constate de plus en plus fréquemment que le lien avec le numérique, il est très très précoce désormais. Il se passe même de plus en plus souvent au sein des maternités. Au sein des maternités, qu'est-ce qu'on observe ? On observe de plus en plus de jeunes parents ou de parents un peu moins jeunes qui s'amusent à filmer et prendre en photo leurs enfants sous toutes les coutures. Ce qui fait que on est déjà en phase un petit peu de questionnement quant au fait que les enfants, même venant de naître, ont accès ou non à des interactions avec leurs parents. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus fréquemment et qui est évidemment assez préoccupant et qui, vous le voyez bien, nous incite déjà en tant qu'adultes à prendre du recul par rapport à nos pratiques et la manière dont on introduit dans la vie de nos enfants ces outils numériques et dans la manière dont ils peuvent venir parfois faire écran dans nos relations. Et puis ce lien, évidemment, une fois que les enfants sont sortis de la maternité, il se poursuit tout au long de l'existence des enfants. Alors ça se poursuit évidemment au moment de l'arrivée des premiers jouets. Les fabricants de jouets sont plutôt assez créatifs pour imaginer de proposer à nos enfants des pâles copies des outils numériques que nous utilisons tous les jours, que ce soit dans un contexte familial ou professionnel. Mais déjà aussi, là, la question que je vous renvoie, c'est quels sont les enfants de 1 an, voire 18 mois, qui se lèvent un matin et se disent « Tiens, papa, maman, j'aimerais bien que tu m'offres une tablette Fisher-Price qui est en fait une pâle copie de celle que tu utilises tous les jours. » Ça n'existe pas et on voit bien que quelque part, si ces écrans arrivent entre les mains de nos enfants, c'est par l'entremise, par le biais de la volonté de nous autres adultes. À titre d'exemple, on a de plus en plus de surprises. L'hiver dernier, le célèbre fabricant de jouets Verbaudet, que vous connaissez certainement, qui est spécialisé dans la fabrication de jouets en bois, n'a rien trouvé de mieux que de proposer un jouet dénommé le poste de télétravail. Et ce poste de télétravail, il était évidemment fait en bois, comme tous les jouets Verbaudet. Il était composé d'un petit clavier, d'un micro-casque, d'un faux écran et d'une petite souris, le tout en bois. Je vous interroge d'ores et déjà, connaissez-vous des enfants qui se lèvent un matin, une fois encore, et qui réclament un poste de télétravail ? Ça n'existe pas. Et donc, quelque part, les choix que nous faisons vis-à-vis de nos enfants, y compris tout petits, souvent nous engagent et les engagent vers une vie extrêmement connectée, y compris quand il s'agit de simples symboles, mais qui évidemment
font naître chez eux des envies et des besoins qui ne sont peut-être pas toujours adaptés à leur âge. Et puis ce lien avec le numérique, il se poursuit tout au long de la vie, évidemment à l'école. Désormais, de nombreux tableaux blancs interactifs sont présents dans les salles de classe. Les préaux regorgent de télévision prêts à accueillir des enfants pour les mettre devant un dessin animé lorsqu'il pleut 3 gouttes à la récréation. Et ça se poursuit tout au long de la vie de nos enfants jusqu'à l'adolescence, avec notamment désormais les écoles, les collectivités qui distribuent des tablettes et autres ordinateurs, mais également les fameuses ENT, les espaces numériques de travail, comme École Directe et autres, qui permettent désormais de maintenir le lien entre les familles et l'école, les enseignants et les enfants. Et tout cela fait que nos enfants, sans forcément que les familles le souhaitent toujours, peuvent potentiellement avoir accès à tous ces outils. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, et là une fois encore c'est une forme de questionnement que je vous adresse, on estime qu'un enfant sur 3 en France possède une existence numérique avant même d'être sorti du ventre de sa mère. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement ce que l'on observe aussi en termes de comportement, c'est de plus en plus de parents qui, grâce au progrès technique que nous offrent les échographies, notamment qui sont des véritables photos en 3 dimensions désormais, on voit les réseaux sociaux se remplir de plus en plus de profils qui sont créés par certains parents en prenant ces photos des échographies, ce qui fait qu'on se retrouve avec des petits êtres qui n'ont pas encore d'existence à part entière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore respiré l'air que nous respirons, mais pour autant, ils sont bel et bien déjà présents sur les réseaux sociaux par l'entremise des adultes. Alors, évidemment, quand on poursuit l'état des lieux, et là je vais vous partager, faire un petit zoom macro sur ce qui se passe au niveau de nos études et ce que l'on a constaté de notre dernier baromètre parents, enfants et numérique réalisé avec l'Ipsos en octobre 2024 et qui venait un petit peu questionner, comme nous le faisons régulièrement, la place de ces écrans et les relations intrafamiliales qui se jouent autour de ces outils numériques, puisque nous avons rencontré à la fois des parents mais aussi des enfants. Et je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec cette étude, sachant qu'elle est téléchargeable sur notre site internet et que vous pouvez vraiment la consulter très facilement. Pour autant, ce qui me semblait intéressant, c'est déjà de rappeler 2 petites choses essentielles. Un, c'est que le nombre d'écrans par foyer en France ne cesse de croître. On est, selon notre enquête, à 6,4 équipements en moyenne par foyer. Que désormais ces équipements ne sont plus corrélés au niveau au niveau social et économique des familles, puisque y compris dans les milieux assez défavorisés, on voit beaucoup de familles qui se saignent pour permettre à leurs enfants d'avoir accès à ces outils et qu'il y ait un certain nombre d'écrans au sein de la famille. Et évidemment, parmi les écrans rois trône en très haut lieu le smartphone, qui équipe désormais quasiment 100% des Français et qui est donc un outil extrêmement présent. Ça, je ne vous apprends rien. Et la deuxième chose que je voulais évoquer avec vous qui ressort de cette étude, c'est que nous sommes allés poser la question aux parents, une question qu'on ne pose pas souvent, mais que je trouve très pertinente et assez passionnante à décrypter, qui est à partir de quel âge vos enfants possèdent-ils leur propre équipement ? Non pas l'équipement qui passe de main en main au sein de la famille, mais bel et bien le propre équipement. Et donc, qu'est-ce qu'on observe quand on pose cette question aux parents ? C'est que désormais le smartphone, alors je dis désormais parce que dans notre précédent baromètre, là j'étais un petit peu plus jeune et là on a assisté à un vieillissement en termes d'équipement en smartphone. Et, c'est donc autour de 11 ans et quelques mois que ça se produit. Donc on voit à nouveau réapparaître ce fameux rituel de l'entrée au collège qui souvent vient sacraliser ou symboliquement être un marqueur de l'entrée dans les univers numériques avec un smartphone que possèdent eux-mêmes les enfants. Mais ce qui est plus intéressant, une fois qu'on a dit ça, c'est de questionner les parents sur leurs critères motivationnels.
Et là, ce qui ressort systématiquement de nos échanges avec eux lorsque nous les rencontrons dans les multiples groupes de parole que nous animons à travers la France, c'est tout simplement que c'est un outil un petit peu de réassurance parentale. Pourquoi ? Parce que les parents souhaitent pouvoir joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 leur progéniture. Dans ce monde ô combien incertain et symboliquement souvent insécure, le fait de pouvoir mettre cette espèce de cordon ombilical virtuel entre les mains de nos enfants de plus en plus tôt est quelque chose qui rassure beaucoup les parents. Alors évidemment, rapidement, les parents, dans une famille normalement constituée, les parents s'aperçoivent que s'il y a bien 2 personnes au monde auxquelles un enfant ne répond jamais, c'est ses parents. Pour autant, c'est toujours un outil très présent et de plus en plus présent entre les mains de nos enfants. Vient derrière la console de jeu à un petit peu moins de 10 ans, le premier ordinateur à un petit peu plus de 12 ans, la première tablette lorsque les enfants en possèdent une, c'est en moyenne à 9 ans et quelques mois. Et cette télévision que l'on croyait rangée au rayon des antiquités à la cave, elle est toujours présente. Elle refait souvent surface dans la chambre des enfants, puisqu'elle est désormais évidemment connectée à Internet. Et lorsque cette télévision est présente entre les mains des enfants et qu'elle est dans leur chambre, c'est en moyenne un petit peu plus de 9 ans que ça se produit quand les enfants en possèdent une. Alors on aurait pu continuer la liste, vous vous en doutez bien. On aurait pu continuer la liste avec par exemple les montres connectées dont bon nombre de chefs d'établissement nous indiquent que désormais elles équipent les poignets de nos chers bambins et ce dès la maternelle. Dès la maternelle, on voit de plus en plus d'enfants qui ont cette montre connectée. Alors pourquoi ? Toujours le même problème, un outil de réassurance. Quand on questionne les familles, elles nous répondent ces montres connectées, elles nous servent à pouvoir géolocaliser nos enfants. Et alors là, on prend un petit peu de recul et on se dit mais il y a quand même un problème parce que à 3 ans, c'est quand même assez rare de voir un enfant de cet âge partir avec ses potes, faire la bamboula à Amsterdam. Et donc, c'est évidemment assez questionnant dans la démarche, surtout que ça ne s'arrête pas là, puisque là, on a cette fois-ci des témoignages d'enseignants qui, eux, nous disent qu'il n'est pas rare non plus que ces montres connectées, comme par magie, s'allument en classe. Pourquoi ? Parce que les parents apprécient de pouvoir écouter ce qui se raconte dans les salles de classe à leurs enfants. Et là, on voit aussi, me semble-t-il, un autre phénomène qui est parfois une justification et que je n'ai pas encore évoqué de cet suréquipement des enfants et notamment en smartphone, qui est que ce qui caractérise aujourd'hui quand même de manière assez prépondérante les familles en France, c'est leur niveau d'inquiétude, je dirais même d'angoisse, qui fait que ces outils viennent pallier à ces inquiétudes et renvoient aussi, avec des comportements comme ceux que je viens de vous décrire, renvoient aussi à une forme de défiance potentielle vis-à-vis de tous les adultes qui gravitent autour des enfants. Et ça, on pourra y venir bien sûr tout à l'heure. Je vous propose qu'on continue notre petite descente dans le monde des écrans et des jeunes enfants en abordant tout simplement peut-être une définition. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser ce soir, ce terme d'écran, mais force est de constater que les écrans tels que nos enfants les utilisent aujourd'hui n'ont plus vraiment la même tête que ceux que d'autres générations ont pu utiliser. Et donc, si on essaie de trouver une définition commune, je vous propose celle-ci qui est tout simplement une définition qui tient compte du côté nomade des écrans, qui est le grand bouleversement technologique après l'arrivée de la télévision et du cinéma, et qui font qu'aujourd'hui, on a toutes et tous ces écrans qu'on peut balader très facilement d'un endroit à un autre, que ce soit au sein de la famille, mais aussi en dehors. Et je pense qu'une définition qui pourrait convenir à ce que l'on observe aujourd'hui et au regard des usages qui en découlent, c'est que un écran est désormais un appareil qui diffuse du son, de l'image ou du texte, et on pourrait rajouter avec lequel en plus on peut interagir.
Et on voit bien que justement ce que j'évoquais à l'instant, cette télévision qui a pendant très longtemps trôné au milieu du salon et qui faisait 80 kilos, évidemment, les enfants qui regardaient la télévision à l'époque, à part appeler les déménageurs bretons, ils n'avaient pas trop de possibilités de l'emporter comme cela dans leur chambre. Et donc, le fait que désormais ces écrans soient miniaturisés et qu'ils soient très mobiles et donc nomades, eh bien, facilite aussi le fait que les enfants puissent avoir accès à ces outils par rapport à d'autres générations, mais aussi vient expliquer certaines difficultés éducatives que peuvent rencontrer les parents dans le fait de pouvoir soit les accompagner, soit contrôler ce qui se passe sur les écrans. Alors, pour poursuivre, je voulais également, pour continuer à dresser cet état des lieux, maintenant qu'on a cette définition en commun, c'est peut-être commencer à regarder ce qui se passe au niveau des études et des recherches. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que contrairement à toute attente, le sujet des écrans, oui, c'est un sujet certes qui est très discuté, mais en l'état actuel des choses, dans la définition que nous venons d'en faire, c'est un sujet qui est peu étudié. Vous avez sous les yeux un diagramme qui avait été publié dans le rapport du Haut Conseil à la santé publique lorsqu'ils avaient publié leur rapport sur les écrans en 2019. Il est assez intéressant dans la mesure où il vous montre entre 2005 et 2018 le champ des études au niveau international qui ont pu être menées et sur quels thèmes. Les études sur la télévision et l'ordinateur, ce sont majoritairement les principales études qui ont eu lieu entre 2005 et 2018. Avec l'arrivée du smartphone dans les années 2010, eh bien, on voit apparaître les premières études en 2015 concernant le smartphone. Quant aux écrans, mais vraiment, c'est à partir de 2018 que les scientifiques ont commencé à étudier l'impact des écrans au niveau mondial. Ce qui veut dire, si on essaie d'avoir un esprit un peu d'escalier, que la plupart des recommandations qui existent aujourd'hui, et notamment les fameuses campagnes pas d'écran avant 3 ans, reposent majoritairement sur des principes de précaution issus d'études qui concernent uniquement la télévision. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête, parce qu'aujourd'hui, alors depuis, on est quand même 7 ans après, il y a un certain nombre d'études qui fleurissent et qui commencent à sortir. Pour autant, c'est vrai que par rapport au nombre d'études qu'on a emmagasinées pendant de très nombreuses années sur la télévision, elles restent jusqu'alors minoritaires et par essence même, elles ne peuvent pas être longitudinales puisque les enfants n'étaient pas encore équipés de ces outils au moment où on a lancé les études. Qu'est-ce qu'on constate du côté des parents ? Alors j'entends souvent, quand je m'adresse à des professionnels de l'enfance et de la petite enfance, surtout de la petite enfance d'ailleurs, que le sujet des écrans, il est très présent dans le quotidien et dans les questionnements des familles, mais y compris lorsque certains professionnels de crèche, par exemple, observent des choses qui les inquiètent ou qui les questionnent à minima. J'entends souvent la fameuse phrase « oui, mais les parents, c'est pas simple d'aborder ça avec eux et moi, en tant que professionnel, je me sens pas légitime pour intervenir ». Je vous passe l'élément suivant qui est assez intéressant. Pourquoi ? Il s'agit du baromètre des familles qui est publié tous les 2 ans par l'UNAF. L'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales. Et dans le dernier baromètre qu'ils ont publié en 2023, qu'est-ce qui ressortait ? Il ressortait que pour 49% des familles interrogées en France, la question des écrans était devenue le sujet le plus compliqué à gérer, loin devant les autres sujets du quotidien. 49% des familles qui disent qu'aujourd'hui, la question des écrans est plus compliquée que les sujets comme suivre la scolarité, suivre l'alimentation, aborder les sujets délicats, traiter les questions de dépenses, affirmer son autorité. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça justifie en fait tout ce que les uns les autres on essaie de faire en allant, et ce qu'on fait d'ailleurs ce soir grâce à la communauté d'Agglo de Thonon, c'est-à-dire aller aussi à la rencontre des familles pour pouvoir essayer d'aborder ces questions sur lesquelles elles sont en phase d'inquiétude ou à minima d'inquiétude ou de questionnement. Et donc,
s'il y a des professionnels, sentez-vous légitime pour aller aborder cette question, parce qu'aujourd'hui, c'est véritablement l'un des sujets de préoccupation premier des familles, qu'elles sont donc en attente, voire même en besoin des conseils que vous pouvez leur apporter. Du côté des professionnels, au niveau constat, ça fait déjà un certain nombre d'années que les pédiatres, les psychiatres, les psychologues et autres orthophonistes, même les enseignants commencent à tirer la sonnette d'alarme au regard de ce qu'ils observent, de ce qu'ils constatent sur le terrain. Ce qu'ils constatent, vous le savez, on en parle suffisamment dans les médias, c'est de plus en plus de jeunes enfants qui ont des retards du langage. Pour certains d'entre eux, ça passe aussi par des difficultés à jouer, à se socialiser, une certaine forme de pauvreté de l'imaginaire qui apparaît avec des enfants qui n'arrivent plus à tenir un crayon, qui ont du mal à faire des dessins pourtant assez simples qui leur sont demandés dans les activités qui leur sont proposées quand ils sont accompagnés. Et tout ça préoccupe évidemment beaucoup les professionnels, et à juste titre. Parfois de manière exagérée, puisque certains professionnels sont allés qualifier ces observations d'autisme virtuel de manière un petit peu, on va dire, malencontreuse, parce qu'aujourd'hui, l'autisme virtuel n'est pas un terme scientifique. L'intérêt de jeter des pavés dans la mare comme ça pour faire peur à toutes et tous est quelque peu questionnant. Ça ne veut pas dire que ce que ces médecins ou ces spécialistes ont constaté n'a pas de sens ni d'intérêt. Ça veut juste dire qu'avant de vouloir mettre des mots et y coller des mots qui font peur, il faut parfois peut-être savoir raison de garder et être prudent, parce que en ce qui concerne la personne qui avait initié ce terme en France, qui était médecin, elle avait eu ensuite quelques soucis avec le Conseil de l'ordre des médecins et des parents d'enfants autistes qui avaient manifesté de manière assez importante leur mécontentement. Heureusement, tout ça s'est soldé de manière assez courtoise. Pour autant, c'est vrai que ça montre qu'il y a des termes qui méritent un petit peu notre attention et que l'on ne les sorte pas de leur contexte, parce que sinon ça peut braquer, inquiéter de manière exagérée certaines familles ou les faire en sorte qu'elles se sentent stigmatisées. Donc voilà, attention à ce terme qu'on entend. Alors, vous allez le voir fleurir de plus en plus dans pas mal d'études. Il y a beaucoup d'études qui sortent au Japon, en Chine et même aux États-Unis où ce terme est abordé. Mais pour autant, c'est juste une analyse clinique qui, pour le moment, n'a aucune démonstration scientifique. Alors justement, quand on parle de réalité scientifique, où en sommes-nous un petit peu de ce sujet de la question des écrans, et que savons-nous vraiment ? Alors, pour ce faire, on a la chance en France d'avoir à notre disposition ce que l'on appelle une cohorte longitudinale. Alors, qu'est-ce qu'une cohorte longitudinale ? C'est tout simplement qui est pilotée, par l'INSERM. L'INSERM étant un laboratoire public qui, depuis un certain nombre d'années, étudie sous toutes les coutures une cohorte de 14 000 enfants nés en France, et que les scientifiques, avec lesquels les scientifiques vont sonder certains sujets. Et évidemment, la question des écrans fait partie des sujets qui sont étudiés dans ce contexte. Alors, une étude longitudinale, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons, qui arrive en France il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement, et qui a la particularité de permettre un spectre d'études qui va de la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge de l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et aujourd'hui, dans la communauté scientifique, quel que soit le sujet étudié, les études longitudinales font vraiment référence au regard des critères très exigeants qu'elles revêtent, et notamment de par le fait que le fait de lancer des sujets d'études sur des enfants qui viennent de naître permet vraiment d'avoir des données très très solides avant même qu'ils aient été sous une quelconque influence, que ce soit de leur famille, de leur environnement, etc. Et donc c'est aujourd'hui vraiment le summum de la recherche scientifique. Alors évidemment, c'est des études qui sont peu nombreuses. En général, vous avez 1 ou 2 cohortes par pays. Parce que c'est des études qui sont longues, qui coûtent très cher et qui nécessitent la mobilisation d'un certain nombre de scientifiques.
Et d'ailleurs, en France, le souci qu'on a concernant cette cohorte, c'est qu'on a pas mal de données, mais qu'on n'a pas suffisamment de scientifiques pour les étudier, qu'en général, entre les moments où les datas sont publiées par l'INSERM et le moment où elles avaient été récoltées, il se passe souvent 3-4 ans, ce qui à l'échelle de pratiques numériques, évidemment, peut être un biais assez important dans l'analyse qu'on peut en faire. Néanmoins, si je prends les chiffres qui datent de la dernière publication de l'INSERM, qui date de 2023, concernant les écrans, qu'observaient-ils ? Ils observaient des choses assez préoccupantes au regard des préconisations qui sont faites au niveau santé publique en France, c'est-à-dire qu'à 2 ans, les enfants en France passent en moyenne 56 minutes par jour devant un écran, dont presque 9 sur 10 devant la télévision. Et ça continue plus tard, puisque à 3 ans et demi, les enfants passent en moyenne 1h20 par jour devant un écran, dont 73% devant la télévision. Et ce phénomène, depuis que l'INSERM a commencé à étudier ce sujet de près, ne cesse de prendre de l'ampleur. Et je vous avoue que même nous, dans les études que nous menons, on observe ce phénomène d'accélération assez importante d'une exposition des enfants de plus en plus précoce, notamment sur des écrans comme la télévision, qui reste l'un des écrans les plus utilisés avec les jeunes enfants. Ça, c'est un point important à avoir en tête au regard des préconisations. Je vous rappelle, on y viendra tout à l'heure, que dans la plupart des pays occidentaux, les préconisations qui sont faites, alors avec quelques petites nuances d'un pays à l'autre, mais grosso modo, tous les pays sont alignés pour déconseiller fortement l'arrivée des écrans entre les mains des enfants avant l'âge de 3 ans. Et on essaiera de comprendre après pourquoi. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que globalement, sur la littérature scientifique, il est très compliqué d'avoir des chiffres parce que cette utilisation des écrans, comme vous l'avez vu, elle est peu ou mal étudiée, que la plupart des études que nous avons à disposition, et c'est en train de changer et heureusement, concernent la télévision. Et notamment, la plupart des études aujourd'hui qui sortent sont avant tout des études qui sont non longitudinales et dont la démonstration scientifique est un peu moindre que des études qui seraient faites de manière longitudinale. Et donc, c'est un sujet qui est compliqué. Il y a tout un tas d'autres raisons aussi qui expliquent que c'est un sujet compliqué. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, la littérature scientifique, même si elle prend de l'ampleur, et heureusement, il y a de plus en plus d'études qui sortent, elle reste pour l'instant assez nuancée et apporte pas toujours des résultats très probants. Alors justement, que savons-nous ? Vous allez voir qu'on sait des choses, mais au final, pas grand-chose. Concernant les effets des écrans sur la vision et le sommeil, il n'existe pas de consensus ni de preuve d'effet direct sur la vue. Les chercheurs sont assez partagés là-dessus. Et d'ailleurs, par pur intérêt et par pure éthique, je suis allé faire un petit tour avant ce webinaire sur le site de l'INSERM. Et j'ai vu qu'il venait justement, il y a de ça quelques heures, sortir un extrait d'une étude sur l'impact de la vue chez les enfants, et notamment ce qui préoccupe beaucoup pas mal de spécialistes, c'est l'explosion de la myopie chez les enfants. Et évidemment, comme souvent, tout le monde se rue et dit c'est la faute aux écrans. Eh bien non. Les choses ont l'air beaucoup plus nuancées que cela, et il est difficile en l'état actuel des choses d'impacter de manière directe et certaine les écrans sur les éventuels cas de myopie qui ont tendance à se multiplier un peu partout dans le monde. Pour autant, il ne vous aura pas échappé que même quand on est adulte, le fait de regarder un écran, par exemple une tablette le soir dans son lit, au bout d'un moment, on sent quand même apparaître certains petits maux physiques que l'on ressent. Ça peut aller de la sécheresse des yeux, en passant par les maux de tête, voire même l'apparition, comme je le disais, de certaines nouvelles formes de myopie. Donc, la question de la vue, elle n'est pas complètement tranchée. En revanche, ce qui est un peu plus tranché, c'est l'impact des lumières bleues. Alors les lumières bleues, qu'est-ce que c'est ? On en parle beaucoup. Vous savez que désormais tous nos écrans sont des écrans à LED.
Le principe des LED, c'est que ce sont des millions de petites ampoules extrêmement petites qui clignotent et émettent des couleurs pour reconstituer les images que nous regardons sur nos tablettes, nos téléviseurs et nos smartphones. Et il s'avère que ces écrans et ces LED sont majoritairement de couleur bleue et que cette couleur bleue aurait un impact important sur la qualité du sommeil. Et vous savez que le sommeil est un sujet de préoccupation assez important en termes de santé publique, surtout chez les enfants, puisque on n'a de cesse de constater, et les experts et les médecins ne cessent de tirer la sonnette d'alarme quant au fait que la plupart des Français ont perdu beaucoup de temps de sommeil. Donc, c'est assez préoccupant concernant les enfants. Ce que l'on observe, c'est que cet impact de ces lumières bleues, et notamment des enfants qui sont surexposés ou simplement exposés un certain nombre d'heures importants juste avant d'aller se coucher, peuvent être impactés dans ce qu'on appelle la latence d'endormissement. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup plus de temps à s'endormir. Vous savez, c'est des enfants qui sont agités, qui se retournent dans leur lit, qui se relèvent 5 fois pour aller faire pipi, et on sent bien que c'est un prétexte, et qui ont beaucoup de difficultés à s'endormir. Et ce temps d'endormissement étant plus lent, ils s'endorment plus tard, et comme le réveil sonne toujours à la même heure le matin, évidemment c'est du temps de sommeil en moins, et donc ça c'est quelque chose d'assez préoccupant. Voilà ce que je voulais vous dire sur les écrans, l'impact des écrans sur la vision et le sommeil. Donc grosso modo, si je résume, pas de démonstration, en tout cas les chercheurs sont hésitants quant à désigner les écrans comme étant les principaux responsables de l'apparition des myopies. En revanche, ce qui les préoccupe le plus, c'est l'impact des lumières bleues qui ont un impact sur le sommeil, la qualité du sommeil, le temps d'endormissement des enfants. Et évidemment, ça c'est un enjeu de santé, puisque on sait très bien que ne serait-ce que pour des questions de croissance, les enfants grandissent la nuit, comme vous le savez, et donc un enfant qui dort moins bien, c'est un enfant qui peut avoir tout un tas de problèmes, notamment des problèmes de croissance, mais pas que, et notamment lorsqu'il est en âge d'être scolarisé, tous les problèmes qui peuvent en découler. Autre sujet qui me semble-t-il est important parce que c'est un sujet qui n'est plus discuté, c'est l'impact des écrans sur la sédentarité et le surpoids. Et que nous dit le HCSP concernant l'impact des écrans sur le surpoids et la sédentarité, c'est que tout simplement, il y a des études qui montrent un effet entre temps passé devant la télévision et obésité, même si on est dans des effets qui sont plus de corrélation et pas de causalité. Pourquoi on est dans des effets de corrélation et pas de causalité ? C'est qu'aujourd'hui, les scientifiques constatent en effet que les enfants qui regardent beaucoup des écrans et donc ont une activité plus sédentaire que d'autres ont tendance à prendre du poids, mais ils ne savent pas dire si ce poids est lié à l'activité sédentaire en tant que telle ou également à d'autres effets indirects que peuvent être la malbouffe, parce qu'on sait très bien qu'en général, quand on regarde un écran, qu'on soit enfant ou adulte, on se fait rarement un plat très équilibré entrée plat dessert, on est plutôt enclin à grignoter, et que ces grignotages intempestifs ou prolongés peuvent occasionner des prises de poids importantes chez certains individus. Donc concernant l'obésité et le surpoids, vous l'avez compris, des études montrent un impact en lien avec une surconsommation de la télévision. Et même si les effets directs ne sont pas évidents, on sait très bien que la sédentarité, c'est pour ça que de plus en plus de médecins du sport notamment tirent la sonnette d'alarme, la sédentarité engendre de facto un développement moins rapide, que ce soit des habiletés motrices et un ancrage aussi, et c'est aussi ça qui est problématique, de la consommation d'écran dans les habitudes des jeunes enfants. Ce que l'on sait évidemment, c'est que plus les enfants sont habitués tôt à regarder des écrans, plus il sera compliqué de les en extraire en grandissant, et que les bonnes habitudes, comme dans n'importe quel principe éducatif, se prennent dès le plus jeune âge. Et c'est ce que nous dit le HCSP. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous en termes de, parce qu'il est souvent très polémique,
c'est l'impact des écrans sur le développement cognitif et le comportement, et notamment le langage. Et là, sur le langage, figurez-vous que contrairement à ce qu'on lit et on entend parfois, le sujet n'est pas tranché. Le sujet n'est pas tranché. Vous avez des études qui montrent que l'impact sur le langage peut être très prégnant à partir d'un certain temps d'exposition chez certains enfants, et d'autres études qui montrent que parfois, pour certains enfants, le fait d'utiliser un écran de manière appropriée, adéquate, avec des contenus adaptés à leur âge, permet des améliorations des apprentissages. Mais pour l'instant, c'est un sujet qui est complexe et qui est en cours d'étude. Mais voilà, quand on entend parfois dans la presse et les médias que le sujet est tranché, le sujet est un petit peu plus compliqué que ça. Quant au comportement, l'impact sur le comportement, déjà depuis un certain temps, des études montrent une corrélation assez importante entre consommation de télévision, l'hyperactivité, des troubles émotionnels qui peuvent aller jusqu'à des troubles de l'attention et de difficultés à se concentrer, notamment lorsque les enfants sont en âge d'être scolarisés, mais elles ne concerne une fois encore que les enfants âgés, en capacité d'être scolarisés, et les adolescents. Donc aujourd'hui, ce que nous dit en 2019, ce que nous disait le HCSP, c'est que les effets sur le langage sont difficilement démontrables pour le moment en raison du manque d'études longitudinales. Et concernant le comportement, les effets démontrés concernaient pour l'instant jusqu'alors uniquement la télévision, sans pour autant mettre en avant si les troubles préexistaient avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que aujourd'hui, pas mal de chercheurs se posent la question de si certains enfants, et il semblerait qu'il y ait des études qui sortent là en ce moment qui tentent à montrer cela, que certains enfants qui seraient atteints de certains troubles qui n'auraient pas été identifiés, ne seraient-ils pas plus attirés par les écrans que des enfants n'ayant pas ces troubles ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je répète, les chercheurs en ce moment se posent la question de savoir si des enfants qui seraient atteints de certains troubles du comportement ne seraient-ils pas plus enclins à être attirés et passer beaucoup de temps devant les écrans par rapport à d'autres enfants qui ne sont pas atteints de ces troubles. Et donc ça, c'est un vrai sujet d'étude actuellement et qui est absolument passionnant. Et vous voyez que derrière cette question des écrans qu'on traite parfois de manière d'un revers de la main et de manière assez banale dans les médias notamment, voire même le plus souvent dans la sphère politique, les sujets sont un peu plus compliqués qu'il n'y paraît. Donc si on cherche un petit peu à faire une espèce de mini-conclusion de ce qu'on vient de se dire, en résumé, que disent les études aujourd'hui ? La plupart des études que nous avons à disposition concernent majoritairement la télévision et les enfants en âge d'être scolarisés et mettent en avant quoi ? Des liens de corrélation entre consommation excessive et risque d'obésité et diminution du temps de sommeil et agressivité. Elles le mettent, je ne l'ai pas évoqué, mais évidemment, ça va de soi, elles mettent également en avant une baisse des relations parents-enfants. Et concernant les écrans nomades, vous l'avez compris, on a peu de recul et peu d'études, une grande difficulté d'y voir clair et de facto une espèce de panique morale généralisée qui s'empare du sujet. Je vous rappelle qu'en France, s'est posé la question jusqu'à il y a encore quelques semaines de vouloir officiellement interdire les écrans jusqu'à l'âge de 6 ans. Finalement, il a été décidé que non. Au regard de nos connaissances scientifiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce par moment de forme de panique généralisée autour du sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, et il y en a, on en a déjà parlé, il y a vraiment des situations qui sont assez préoccupantes et inquiétantes, mais ces situations, pour l'instant, on ne sait pas vraiment si elles sont uniquement liées aux écrans ou à ce qui se passe globalement. Une exposition massive aux écrans engendre systématiquement une baisse des interactions entre les enfants et leur environnement avec un E majuscule. Et dans ce mot environnement, j'inclus évidemment les parents, mais pas que, tous
tout ce qui fait que les enfants sont en contact avec le monde dans lequel ils vivent. Et évidemment, ça, c'est quelque chose de très préoccupant parce que s'il y a bien une chose qui, pour une fois, met d'accord les pédiatres et les psychiatres, c'est que ce qui permet entre 0 et 3 ans aux enfants de se développer de manière précise, normale, eh bien, c'est avant tout de permettre que leur cerveau soit le plus en interaction possible. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de ce temps volé quand les écrans viennent faire écran dans la relation avec les parents. Je voulais justement peut-être vous montrer une petite vidéo où vous allez voir que pas une seule fois le mot écran n'est évoqué. Et pour autant, ça vient parfaitement décrire ce qui se passe dans la tête des très jeunes enfants, dans leur cerveau. Et aussi, ça vient apporter quelques billes en termes de comment accompagner nos enfants au mieux. Vous allez voir, pas une seule fois le mot écran est abordé. Pour autant, on pourrait l'y mettre très souvent. Je vous laisse en profiter et on se retrouve d'ici quelques instants. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent. Il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité.
Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Les avancées en neurosciences, en biologie moléculaire et l'étude du génome ont un message très simple. Ce message est que l'expérience précoce, littéralement, est inscrite dans nos corps, pour le meilleur ou pour le pire. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde, alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que pas une seule fois le mot écran, comme vous l'avez constaté, a fonctionné, a été utilisé, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est il y a peut-être 2-3 petites choses intéressantes à retenir, c'est que les avancées en neurosciences montrent que des choses essentielles, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le cerveau de l'enfant ne conserve pas les expériences forcément les plus agréables pour lui, mais ce qui est le plus fréquemment utilisé et sollicité devant lui. Donc ça, c'est un point intéressant. Pourquoi ? Parce que vous voyez aussi qu'avec ce système d'élagage synaptique qui fait que le cerveau, à partir du moment où certaines fonctions ne sont peu ou pas suffisamment utilisées, on risque d'en déduire que ça ne sert pas à grand chose puisque c'est pas sollicité. Vous voyez ce qui peut se passer au niveau du langage. Imaginez un enfant qui regarde ou qui a des parents qui, pour des raisons X ou Y, n'interagissent pas beaucoup avec lui et passent leur temps à le mettre devant des dessins animés toute la journée. Et une fois encore, je cherche pas à juger, mais je décris une situation qu'on a toutes et tous déjà observée. Le cerveau risque d'en déduire que la fonction langagière est donc inutile pour cet enfant et va débrancher les connexions synaptiques permettant la mise en place du langage. Et donc, quand on parle d'enfants, et quand je reviens donc au début de notre webinaire, quand j'évoquais tout à l'heure ce que constatent les enseignants, ce que constatent les orthophonistes et certains médecins dans leurs observations, oui, ils ont raison. Oui, on ne peut pas leur dire que ce qu'ils observent n'a pas de sens. Pour autant, sommes-nous vraiment en lien avec une causalité liée à l'utilisation des écrans, ou sommes-nous face à une répercussion du manque d'interaction que peut avoir l'enfant avec son environnement ? Imaginez autre situation, un bébé très jeune qui est sur son tapis d'éveil dans le salon et puis il y a la télé qui tourne en boucle. Le bébé n'est pas forcément en train de regarder, il est même dos à l'écran, Il est dos à l'écran, il entend juste ce son permanent, ces voix lancinantes qui sont diffusées dans la pièce dans laquelle il se trouve. Comment voulez-vous que ce bébé, avec ce son de la télévision en permanence dans les oreilles, puisse ne serait-ce qu'entendre le son de la voix de ses parents qui sont en train de discuter dans la pièce d'à côté, puisse percevoir son petit frère ou sa petite sœur qui passe juste à côté et qui est en train de jouer avec un ballon, même s'il y a un animal de compagnie et que l'animal de compagnie passe à côté, tout ça, l'enfant est incapable de le percevoir. Donc tout ça vient énormément polluer, voire même endommager la construction de cerveau de l'enfant, qui est donc ce qu'on appelle, nous, l'écran qui vient faire écran aux interactions entre l'enfant et son environnement. Et c'est là qu'est vraiment le nœud du problème. Faisons abstraction des recherches scientifiques. Pour l'instant, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, en revanche, c'est que les interactions sont essentielles au développement de l'enfant. À partir du moment où on l'en prive, et je dirais qu'on observerait les mêmes choses si on enfermait un enfant dans un placard. On observerait exactement les mêmes choses. Et on n'a pas vu de campagne pour l'instant, pas de placard avant 3 ans. Donc, c'est donc un enjeu avant tout d'adulte et de posture et aussi de notre capacité à faire en sorte que ces interactions soient le plus riches possible. Donc, une fois encore, c'est comment aujourd'hui, en tant qu'adulte, on introduit ces outils numériques en tenant compte des préconisations qui sont faites, mais aussi en essayant au maximum de stimuler
l'enfant, nos enfants, avec leur environnement. Alors évidemment que c'est pas simple, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand je dis ça, je montre personne du doigt. C'est pas du tout le sujet, mais c'est juste un appel, un petit peu une bouteille à la mer que je lance pour inciter les adultes que nous sommes à réfléchir aussi à la manière dont on introduit ces écrans dans la vie de nos enfants et dont concrètement, ils viennent faire obstacle aux relations que nous pouvons avoir et qu'ils peuvent avoir avec leur environnement. Peut-être parler des recommandations, ça me semble important parce que y a des choses quand même à savoir, et notamment, j'aime bien prendre les exemples des recommandations de l'Association américaine de pédiatrie. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'il faut être prudent pour les enfants de moins de 2 ans dont l'intérêt des écrans n'est pas démontré. Pour les 3-5 ans, priorité aux activités communes avec les parents et de préférence en dehors des écrans qui sont trop souvent utilisés seuls. Et l'Association américaine de pédiatrie rappelle que les effets positifs des applications dites spéciales enfants, vous savez, il y a plein de trucs qui sortent avec approuvés par les psys, etc. Tout ça, c'est complètement bidon et c'est absolument pas démontré. Attention aux arguments marketing un peu fallacieux. Quant à l'exposition précoce des enfants devant la télévision, elle contribue à des risques de surpoids chez les moins de 5 ans et favorise en cas de surexposition des retards langagiers, cognitifs, socio-émotionnels. Etc. Grosso modo, ce que recommande l'AAP, limiter le temps d'écran à 1 heure par jour pour les enfants de 1 à 5 ans. Alors, je rappelle qu'en France, ça c'est l'AAP, l'Association américaine de pédiatrie, je rappelle qu'en France, c'est pas d'écran avant 3 ans. Donc, prenez cet exemple de 1 heure par jour, mais entre 3 et 5. Inciter les parents à s'orienter vers des programmes éducatifs en investissant des temps d'écran partagés. Mettre un cadre, prévoir des temps sans écran pour toute la famille et prendre garde au temps de sommeil, aux exercices physiques, aux jeux et autres interactions sociales. Vous avez aussi les recommandations en France qui sont sorties récemment et vous voyez que pour le coup, dans les années 2020, on a eu toute une salve de recommandations par le HCSP, j'en ai suffisamment parlé, je ne vais pas y revenir, par les 3 académies qui avaient également, à l'initiative de Serge Tisseron, remis un avis commun, et également l'Association française de pédiatrie. Le point commun à tout ça, c'est quand même globalement la place de l'adulte. Développer des temps d'écran partagés, discuter avec vos enfants de ce qu'il fait avec les écrans, éviter, déterminer des temps sans écran, etc. Et nous, clairement, on incite souvent... Et ça marche très bien avec les adolescents. D'ailleurs, plus les enfants grandissent, les familles réfléchir à des sortes de, non pas de, on va dire, de règles à mettre en place très écrites sur le frigo, noir sur blanc comme un planning familial, mais plutôt à réfléchir aussi à la notion par moment de pacte de déconnexion au sein de la famille, tout simplement. Pacte de déconnexion, c'est se dire à un moment, tiens, là, il est dimanche. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va essayer au maximum de s'octroyer une petite bulle de 3-4 heures. On va faire des choses ensemble et où les parents sont en mesure de proposer des alternatives aux écrans et vont aussi être en capacité de s'appliquer ces préceptes à eux-mêmes. Et ça, souvent, ça fonctionne très bien et ça permet de prendre un peu de distance avec tout ça. Ce que je voulais également vous montrer, parce que ça, c'est important... Pour les parents qui nous écoutent et pour les professionnels également, sachez que le carnet de santé a été mis à jour depuis le début de cette année, depuis le mois de janvier, et qu'en page 24 du carnet de santé, vous retrouvez désormais un joli paragraphe qui s'est beaucoup allongé par rapport à la version précédente et qui donne tout un tas de conseils aux parents. Alors je sais que le carnet de santé n'est pas forcément l'outil le plus regardé, scruté par toutes les familles, mais au moins c'est un outil que toutes les familles ont entre les mains et qui a été sacrément aménagé dans sa dernière version et que je vous invite à lire. Et d'ailleurs, vous voyez, on parlait de la place des adultes. Le dernier conseil qui est donné dans le carnet de santé s'adresse aux parents. Essayez aussi de réduire votre propre temps d'écran en présence de vos enfants pour rester disponible et renforcer votre lien avec eux. Je pense que tout est dit. Merci beaucoup. Thomas, vraiment à nouveau, un grand merci pour votre expertise sur ce sujet, d'avoir su tirer le fil avec nous de cette question des écrans et des 0-3 ans. Et puis, je crois de nous avoir amené à nous poser la question de comment nous, adultes,
On accompagne l'usage des écrans de nos enfants, quel que soit leur âge, d'une certaine façon, et peut-être d'autant plus lorsqu'ils sont dans la petite enfance. Et puis, d'avoir pointé en quoi, moi je retiendrai cette formule, l'écran fait écran, comme vous l'avez dit, à l'interaction entre l'enfant et son environnement. Donc, je pense qu'effectivement, ça nous interroge tous, et puis ça va certainement faire émerger chez les uns et chez les autres de ces questionnements peut-être des nouvelles pratiques, avec aussi les ressources que vous avez pu donner. Merci encore à tous ceux qui ont permis la création de cet événement ce soir, que ce soit les services de Thonon Agglomération. Je remercie également les élus qui, par la politique de prévention qu'ils mènent, nous donnent la possibilité de créer de telles actions sur notre territoire. Et puis merci d'avoir été présent pour nous écouter. Merci à toutes et à tous, c'était un plaisir d'être parmi vous. Passez une belle soirée, prenez soin de vous, restez avant tout connectés les uns aux autres et tout ira très bien. À très bientôt, bonne soirée.